Après donc la première étape qui a consisté au dépôt de gerbes de fleurs ce matin, nous nous retrouvons pour animer un panel sur un thème à la fois historique et interpellateur. Vous avez donc le thème qui vous a rappelé tantôt. Le thème que nous allons dérouler ce matin est ainsi libellé, je cite, « La contribution du mouvement démocratique à la lutte du peuple burkinabé contre l'impunité et pour l'élargissement des espaces de liberté démocratique dans le contexte actuel de guerre civile réactionnaire ». Ce panel, comme il vous l'a également été dit, sera animé par deux acteurs également de premier ordre de la lutte que nous menons depuis maintenant 24 ans, bientôt un quart de siècle. Je vais nommer le camarade Nakanabo Sagado, qui est présentement le secrétaire du Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC. Et à ma droite, vous avez le camarade Kam Sibiri Eric, que beaucoup connaissent, un vieux routier, un lutteur de la première heure, qui est le président de la Ligue pour la défense de la liberté de presse. Il est administrateur civil à la retraite et comme beaucoup s'en souviennent, il a fait également partie de la commission d'enquête indépendante sur l'affaire Norbert Zongo, avec bien d'autres camarades qui ne sont plus de ce monde. Je veux parler de Jaliré Pierre notamment, et bien d'autres. Donc ce panel sera animé par ces grands panélistes. Et nous avons découpé, entre griffes, le thème central en deux sous-thèmes. Le premier à intervenir, à savoir le camarade Kam, va intervenir autour du sous-thème suivant, la contribution du collectif à l'élargissement des espaces de liberté démocratique. Donc la contribution du collectif à l'élargissement des espaces de liberté démocratique. Et suivra le deuxième sous-thème, animé par le camarade Nakanabo Sagado, qui est ainsi libellé. La contribution du mouvement démocratique, cette fois-ci dans son ensemble, il y a encore des velléités de remise en cause de certaines libertés démocratiques dans notre pays. Le camarade Nakanabo fera sur cet aspect des choses. Cela dit, et sans plus tarder, je vais donc donner la parole au premier panéliste, à savoir le camarade Kam, pour qu'il nous dise un mot sur la contribution du collectif à l'élargissement des espaces de liberté démocratique au Burkina Faso. Camarade Kam, tu as la parole. Biré, tout blanc, Richard Kendrebego, le général en chef, tous les seigneurs lui-même, mais moi, mes cheveux ont refusé de blanchir. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, quand il m'a été demandé de présenter une communication à l'occasion de cette commémoration, j'ai dit oui tout de suite. Puis après, est-ce que tu n'aurais pas dû décliner l'honneur qu'on te fait en te demandant de venir faire une communication à ce panel-là? J'ai dit bon, il était trop tard pour reculer, on va y aller. Et quelques jours après, le président Zoumouré m'a appelé pour préciser le sous-thème sur lequel je devrais intervenir, à savoir la contribution du collectif à l'élargissement des libertés démocratiques. Mais on ne peut pas traiter de ce thème sans invoquer l'impunité, puisque la naissance du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques contre l'impunité et pour la justice.
Et donc je me suis dit qu'il fallait que je brosse ce que c'est que l'impunité d'abord. Donner des exemples illustratifs de ce que nous avons vécu et que nous vivons comme phénomène d'impunité au Burkina Faso, avant d'en venir à ce qu'a été la contribution du collectif à l'élargissement des libertés démocratiques. Et de façon naïve, pour moi, l'opposé de l'impunité, c'est-à-dire le contraire d'impunité, c'était la justice. Non. Quand je me suis référé au dictionnaire, le contraire d'impunité, ce n'était pas impunité, ce n'était pas justice, c'était assujettissement, c'était asservissement, c'était servitude, c'était esclavage, c'était subordination. Et en me référant à ça, je me dis que notre peuple n'a pas été asservi, notre peuple n'a pas été assujetti, il n'a pas été mis en servitude, encore moins esclavage, mais il y a eu subordination. Subordination de l'intérêt général, subordination de l'intérêt de la nation à l'intérêt d'un individu, d'un clan, au point que l'intérêt individu-là, à un moment donné, a été érigé en intérêt national et que l'on veuille faire sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels afin de lui permettre de se présenter encore et encore. Ceux qui sont un peu plus âgés se souviendront qu'à l'époque des élus du CDP, parti majoritaire, parti au pouvoir, on dit qu'ils vont modifier la Constitution pour que Blaise Compaoré puisse se présenter même en 2025. Nous sommes encore en 2022. Donc, dans leur imaginaire, la révision de la Constitution devait permettre, comme au Cameroun avec Paul Biya, que Blaise, si l'on peut dire, s'il doit mourir au pouvoir, mais pas hors du pouvoir. Et j'ai analysé les pratiques de l'impunité. C'est un phénomène universel. Il existe à l'État dans le cadre des relations internationales, mais également il existe à l'intérieur des États. Et c'est un phénomène qui a deux faces. Il y a l'impunité de fait et vous avez l'impunité que moi je dis institutionnelle, que d'autres qualifient d'impunité de droit. L'impunité de fait, c'est l'hypothèse où un crime est commis et la police n'arrive pas à trouver l'auteur. Soit que l'auteur est très intelligent, soit que la police n'a pas les moyens de sa politique et donc peut retrouver l'auteur. Dans ces cas-là, la victime, en fait, n'en veut à personne. On a volé votre moto, vous avez fait la déclaration de vol, on n'a pas trouvé le vol. Bon, vous dites que c'est votre malchance, c'est tant pis pour vous. Mais vous avez l'impunité fondée sur le refus d'application des textes ou l'instrumentalisation de l'institution judiciaire. Les textes sont là, ils sont clairs. Quelqu'un a commis une infraction, on sait que c'est lui, mais il n'y a pas de poursuite. Le premier cas qui me vient à l'esprit, c'est l'affaire Sidiani Blaise et Émile Zigani, des élèves du secondaire qui ont participé à une manifestation, comme beaucoup d'élèves, d'étudiants le font, à Garango, et ils ont été abattus de balles dans le dos, au motif qu'ils avaient envahi une caserne.
Or, à Karango, la brigade de gendarmerie fait face au collège. À l'époque, donc, on a excusé, sinon justifié, ce meurtre par le fait que les intéressés avaient envahi Serre. Mais bien avant ça, il y a eu la disparition de Guillaume Sessouma, enseignant à l'université de Ouagadougou. Il y a eu l'enlèvement de Daou Boukari sous les yeux de ses camarades sur le campus. Voilà, et au-delà de ça, nous avons deux dossiers emblématiques de cette façon d'instrumentaliser la justice. C'est les dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo. Quand la famille Sankara dépose plainte devant le tribunal judiciaire, c'est son droit. Le procureur n'a pas poursuivi, mais la loi dit qu'une personne qui est victime d'un préjudice peut saisir directement le juge. Donc, c'est ce que fait la famille Sankara. On dit non, le conseil de l'entente est une caserne, les victimes sont des militaires et les auteurs présumés sont aussi des militaires, donc cela relève de la compétence du juge militaire, du tribunal militaire. Et donc, on retire le dossier au juge, puisqu'il n'a pas compétence pour traiter de ce cas-là. Mais en même temps qu'on retire le dossier au juge, on devrait saisir le tribunal militaire. Mais le texte est tellement bien fait que celui qui doit saisir le tribunal, c'est le ministre de la... Et le ministre de la Défense refuse de saisir le tribunal militaire. Donc l'affaire est bloquée. Et tous les ministres de la Défense qui vont se succéder, aucun ne va songer, vouloir saisir le tribunal militaire. Il faudra l'acte d'autorité du président Kafando, qui à l'époque assumait en même temps le portefeuille de la Défense, pour que le dossier soit transmis au tribunal militaire. On connaît la suite. Il y a eu le procès. Dans l'affaire Norbert Zongo, quand la commission d'enquête finit ses travaux, elle a identifié de sérieux suspects, pas suspects, et le sérieux a été mis devant suspect pour montrer à quel point la suspicion était grave. C'est moi qui ai inventé cette expression-là. Je demande les droits d'auteur. Normalement, quand la gendarmerie, la police fait une enquête et qu'elle identifie un suspect, le procès verbal est transmis au procureur qui requiert contre la personne identifiée par les OPJ. Mais dans le cas d'espèce, le procureur qui a reçu le dossier, avec le nom des gens nommément cités, va requérir contre X. Non, X c'est Kafando, c'est un tel, c'est pas X. Et une décision, regarde ailleurs, et il va chercher là, il ne faut pas chercher. Voilà où nous en sommes. Et puis, un beau jour, il y a une ordonnance de non-lieu qui est prise et qui dit qu'on va placer le dossier au greffe en attente de nouveau. C'est-à-dire, c'est tellement aberrant. Pendant que vous cherchez, vous n'avez pas trouvé. Et c'est quand vous allez arrêter de chercher que vous allez trouver. J'ai parcouru l'histoire judiciaire de nombreux pays. Je n'ai pas vu un cas dans un pays où on a mis un dossier de côté
en espérant qu'il y a des éléments nouveaux pour le reprendre. C'est une forfaiture, crime commis par un fonctionnaire dans lequel ses fonctions. C'est un manquement serment du magistrat qui est que je jure de bien et fidèlement la fonction, garder le secret des délibérations et de me conduire en tout un digne et loyal magistrat. Dans un pays qui marche bien, tous ceux-là qui ont contribué à cette décision devaient être radiés de la magistrature. Mais la sanction de l'histoire avec grand H est tombée. Là où eux n'ont rien trouvé, le nouveau juge d'instruction a trouvé des éléments probants, concordants, et donc des preuves qui ont justifié l'arrestation de façon comparée par la police française, qui ont donné lieu à une ordonnance d'extradition par le juge français, édiction d'un décret d'extradition par l'État français, confirmé par la Cour de cassation. S'il n'y avait rien, on n'aurait pas obtenu l'extradition. On attend que la Cour européenne des droits de l'homme statue, dernier sort, pour que François Compaoré nous soit ramené au Burkina Faso. Et donc, voilà deux cas emblématiques qui montrent comment le refus d'appliquer les règles, l'instrumentalisation du judiciaire peut favoriser l'impunité, peut créer l'impunité. Mais ces deux cas, ils sont emblématiques, mais comme j'ai dit, c'est la partie visible de l'iceberg ou bien l'iceberg, ça dépend de comment vous voulez le prononcer, sur lesquels nous sommes assis. Parce que bien avant ça et bien après ça, bien des Burkinabés attendent que ceux-là qui les ont fait du tort soient sanctionnés. Ça, c'est l'impunité de fait. Vous avez l'impunité institutionnelle. Ça, c'est lorsque même les structures de l'État se mettent au devant. L'exemple premier, après la remise du rapport de la commission d'enquête indépendante, le chef de l'État a créé le collège des sages qui, dans ses recommandations, a dit qu'il fallait un processus vérité, justice, réconciliation. Cette même recommandation a été prise par la commission de réconciliation nationale créée en décembre 1999 et qui avait suivi les pas du collège des sages en disant qu'il fallait vérité, justice, réconciliation. Et qu'est-ce qu'on nous a servi à l'époque? C'est la journée nationale du pardon. Et là, le sorcier avait dit, pardonnez-moi, pardonnez à mes dévanciers, je ne mangerai plus vos enfants. Je vous sors l'extrait exact prononcé par Blaise Compaoré, chef de l'État, président du Faso, au stade du 4 août, ensuite 30 mars 2001. Peuple du Burkina Faso, en cet instant solennel, en notre qualité de président du Faso, assurant la continuité de l'État, nous demandons pardon et exprimons nos profonds regrets pour les tortures, les crimes, les injustices, les brimades et tous autres torts sur des Burkinabés par d'autres Burkinabés agissant au nom de, et non et sous le couvert de l'État de 1960 à nos jours. Il n'y a pas eu vérité. Et on est allé à la réconciliation. Mais, comme je le dis, le propre du scorpion, c'est de piquer.
Je ne sais pas si vous connaissez la fable du scorpion. Le scorpion qui devait traverser une rivière et comme il ne sait pas nager, il y a un animal qui passait par là. Il a demandé à l'animal en question, aide-moi à traverser. L'animal dit, hey scorpion, je te connais. Toi, tu as toujours tendance à piquer les gens. Si je te prends, tu vas me piquer. Le scorpion dit, non, je ne vais pas te piquer. Juré, promis, je ne vais pas te piquer. Et l'animal a laissé le scorpion grimper sur son dos. Et il a commencé à traverser la rivière. Et en cours de traversée, le scorpion dit, ah, vraiment, moi, je suis désolé, mais tu me connais, hein, je ne peux pas ne pas te piquer. Et il a piqué. Ils se sont tous noyés. Donc, le propre du scorpion, c'est de piquer. Et jamais le chien ne va changer sa façon de s'asseoir. Et un carnassier ne deviendra jamais herbivore. Donc, après 2002, où le chef de l'État a demandé pardon en son nom, au nom de ses devanciers, les crimes ne sont pas arrêtés. Les oppressions ne sont pas arrêtées. Si bien qu'on a jugé utile, en 2012, de voter une loi d'amnistie. De 1960 à 2012. L'amnistie veut dire que ce qui a été fait là n'existe plus. Vous ne devez même plus en parler. C'est un peu comme le délit de diffamation. Lorsque le juge condamne un prévenu pour diffamation, même la presse ne peut pas, en relatant le procès, citer les propos jugés diffamatoires. Et donc, c'est une atteinte au devoir de mémoire. Les victimes ne doivent même plus en parler. C'est effacé. Ça n'a pas existé. Et on voit aujourd'hui, et ça c'était devenu la priorité du gouvernement de Roch Christian Kaboré, réconciliation nationale face à l'ampleur du phénomène terroriste, il faut se réconcilier, les unir. Quand l'Allemagne a envahi la France était divisée. Il n'a pas fallu faire une réconciliation avant que l'ennemi soit dehors. Même divisé, si l'on veut combattre le terrorisme, on doit pouvoir le combattre. En fait, les adeptes de la réconciliation, nouvelle version, ne sont pas différents de ceux-là qui ont commis les crimes pour lesquels il faut lier. Ils ont des liens puissants, soit des liens économiques, parfois des liens de parenté, mais en tout cas, ils appartiennent à la même classe. Et si vous regardez, tous ceux-là qui prônent la réconciliation ont plus ou moins participé à la gouvernance de ce pays-là à un moment donné. Donc, il s'agit de se pardonner entre eux. Ce n'est pas nous que ça concerne. Et donc, c'est contre ce système que le collectif a été créé au lendemain du drame de Sapuy. C'est-à-dire l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons venait s'ajouter à une longue liste de crimes. J'ai omis de parler de l'affaire Clément Oumarou Ouédraogo. Des crimes, comme l'a dit le chef d'État, commis par des gens au nom de l'État, sous le couvert de l'État. Et donc, ce crime qui a révolté la conscience de notre peuple a donné naissance au collectif. Les évolutionnistes disent que c'est le besoin qui crée l'organe. Et je crois que la création du collectif décembre 1998
cristallisait un besoin diffus qui était au sein des populations. Et il faut féliciter nos leaders qui ont compris à ce moment-là qu'il fallait créer quelque chose. Et en faisant de la politique, je pose la question, quel aurait été un personnel à Tolé Sagnon, à Ali Douédrago, à moi-même, à Nakanabo, si on n'avait pas créé le collectif. Et au-delà de nos personnes, que serait devenu le Burkina Faso si on s'est contenté de faire une déclaration de protestation et de condamnation? Chacun de vous pourra y réfléchir. Et donc, le collectif répondait à un besoin des populations. Et c'est ça qui expliquait le succès que le collectif a connu auprès du pays réel. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai, à un moment donné, le pays était divisé en deux. Il y avait le pays réel, le vrai Burkina, fait de Butimbila, et puis il y avait le pays, je dirais, artificiel, superficiel, composé de ceux-là qui étaient au pouvoir, autour de quelle gravité ceux qui gagnaient à manger et ceux qui voulaient manger. Et ce que moi je mettrais à l'actif du collectif, c'est d'abord, nous avons obtenu que le décret portant création de la commission d'enquête indépendante soit conforme à nos propositions. Parce qu'il y a eu un premier décret qui avait été pris et la composition ne nous satisfaisait pas. Le même jour, au centre de Norbert Zongo, nous avons fait une composition et c'est ça qui a donné lieu à la commission d'enquête indépendante avec ouverture sur l'international, ce qui a justifié la participation de RSF, de Protection Frontière, et à un moment donné de GRDS également. Il y a ça. Mais il y a aussi la publication immédiate du rapport de la commission d'enquête indépendante, contrairement au rapport de la commission d'enquête sur l'attentat contre Oumarou Clément Ouédraogo qui n'a jamais été rendu public. Et je crois que ceux-là qui étaient là à l'époque, tous les journaux de la place avaient publié le rapport. Des journaux privés aux journaux publics, tous avaient publié le rapport dans la semaine même du rapport. Et ça a permis au plus grand nombre de gens de connaître la face hideuse de ce pouvoir. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à populariser, à ancrer davantage le collectif dans lequel les populations, parce que les gens ont compris que nous luttions réellement pour la justice. Ce n'était pas simplement faire politique, idéologie. Sur le plan des libertés démocratiques, je crois que le collectif a eu l'avantage de contribuer à l'élargissement de la liberté de manifester sur la voie publique. Les meetings, les marches, c'est vrai, avant ça, il y avait des marches, il y avait des meetings, mais c'est les meetings des syndicats, 1er mai des syndicats, et les meetings des partis politiques quand il y a campagne électorale. Mais le collectif a fait la motion sur la voie publique une arme. Les meetings, les marches, et ce n'est pas seulement à Ouagadougou, dans toutes les provinces, et il est arrivé plusieurs fois que de Ouaga, on se déplace
à Waïouya, à Gawa, à Koudougou, pour tenir des meetings avec les populations. Depuis lors, manifester sur la voie publique est devenu le premier réflexe des gens. Les commerçants, les femmes, tout. Aujourd'hui, tout le monde marche pour protester. Et il y a eu également, largement, je dirais, des libertés de la presse. Quand Norbert Zongo tombait, il y avait un seul journal d'investigation au Burkina Faso. Aujourd'hui, il y en a plus que ça. Mais surtout, notre presse, même sans aide d'investigation, est devenue plus critique vis-à-vis des actions du gouvernement. Et puis, il y a eu l'émergence d'une opinion publique. Aujourd'hui, les Burkinabés réagissent, s'expriment à tort et à travers, mais ils s'expriment. Pendant longtemps, ils ne s'exprimaient pas. Je me rappelle un jour, quelqu'un qui m'a dit, mais tu vas t'asseoir à Canal, toi, tu parles comme ça là, tu prends même quelle route pour rentrer chez toi? Je lui ai dit que non, tous les chemins mènent à Rome. Donc moi, je rentre chez moi tranquille, sans crainte, même si c'est vrai que j'avais parfois peur, mais bon, histoire. Le collectif n'a jamais eu de revendication politique. Il y a eu des appels de pied. À un moment donné, si les Saillons avaient voulu être membres du gouvernement, ils seraient rentrés dans le gouvernement. On n'a jamais eu de revendication politique. Mais notre action a impacté les réformes politiques. C'est en 2001 que la Commission électorale nationale indépendante a été créée. Alors que depuis des années, l'opposition demandait une commission indépendante. Dans le contexte de la lutte du collectif, dans le cadre des réformes politiques, on a créé cette commission-là avec 3 composantes: majorité, opposition, société civile, avec la présidence revenant à la société civile. Et il y a eu la réforme, la relecture du code électoral qui a fait de la région une circonscription électorale. Et, en conséquence de cette loi, en 2000, quand il y a eu des élections, le CDP, qui avait 104 députés sur 111, s'est retrouvé avec 57 députés sur 111. Et l'opposition, 43 députés. Il y avait un équilibre des forces politiques au sein de l'Assemblée. Malheureusement, notre opposition est ce qu'elle est. Elle n'a pas su gérer sa victoire. Et quand il y a eu appel à un gouvernement d'ouverture, certains de nos camarades nous ont quittés. Ils sont allés gonfler la majorité présidentielle. Et ils ont payé cash leur compromission, puisque tout de suite, le CDP a relu le code électoral, a institué de nouveau la pince comme circonscription électorale, et les élections qui suivaient, il s'est retrouvé avec 83 députés sur 111. Donc, voilà ce que je pense avoir été la contribution du collectif à l'élargissement des libertés démocratiques. Mais comme je l'ai dit en la matière, il y a ceux qui voient le verre à demi plein et ceux qui voient le verre à demi vide. Mais pour clore ce propos, moi j'allais citer Blaise Compaoré, l'hommage du vice à la vertu, qui a dit un jour dans une interview que le collectif ne mesure pas ce qu'il a apporté. Je vous remercie. Madame Geneviève Zongo,
la veuve de Norbert Zongo, qui est parmi nous ce matin. Il y en a qui ont subi des violences, des pressions. Il y en a qu'on a tenté de corrompre. Et vous vous souviendrez que la veuve de Norbert Zongo est morte sans savoir qui a donné l'ordre de tuer son fils, ni qui a tué son fils. Elle a refusé toutes les conditions possibles, toutes les pressions possibles. Et c'est grâce à la ténacité de ces familles-là que le collectif a pu engranger les acquis dont nous faisons qu'à aujourd'hui. Madame Zongo, je vais merci d'être parmi nous ce matin. Merci de votre contribution avec nous. Je remercie le président du collectif de me donner l'occasion de parler en la présence des acteurs et des témoins de ce que nous avons fait ensemble, j'allais dire ces 40 dernières années. Aujourd'hui, nous commémorons donc le 24e anniversaire du drame de Sapouy, ce quadruple assassinat qui a été l'occasion de créer le collectif dont vient de parler mon prédécesseur. Depuis donc, ça c'est quand on juge les gens. Merci de me donner ce conseil. Je vais essayer donc de parler dans le micro, parce que c'est un peu contraignant, ça gêne même le déroulé des idées, quoi. Donc, depuis, nous sommes dans une situation où on me demande donc de traiter de la contribution du mouvement démocratique à la lutte du peuple burkinabé contre l'impunité dans le contexte actuel de la guerre civile réactionnaire. Donc, en ce 24e anniversaire, où nous nous trouvons dans une crise sécuritaire grave, multidimensionnelle, sans précédent, c'est une grande charge que je ressens sur moi de vouloir traiter donc cette question. En effet, depuis les premières attaques de 2015, c'était des attaques sporadiques, et on parlait plutôt de djihadistes, de terroristes. Mais aujourd'hui, tout s'est généralisé et on peut parler véritablement de guerre parce que ces conflits armés-là se sont multipliés et donnent aujourd'hui, si je veux donner un bilan que j'ai noté dans les sources officielles, 10 000 victimes, dont 2500 morts. Et parmi ces morts-là, il y a des civils et des militaires. Ça, c'est côté ami. Côté assaillant, on ne sait pas. Mais ça doit être autant, sinon plus. Or, la plupart aussi d'entre eux sont des Burkinabés. Donc, notre peuple se trouve pris dans un otage entre ces groupes terroristes qui attaquent sans discernement et d'autre part les forces de défense et de sécurité appuyées par les VDP. La puissance colonisatrice ou l'ex-puissance colonisatrice, la France, se trouvant dans les faits d'être supporter des deux équipes. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes ont dû fuir à leur corps défendeur pour échapper à la mort. Le pays, donc, est dans une guerre. Certains disent que c'est une guerre asymétrique. D'autres disent que c'est une guerre non conventionnelle. Les fractions qui sont en conflit, le projet de société que les assaillants ont avancé ne vise pas à faire un progrès social pour notre peuple, pour notre pays. Si ça ne vise pas le progrès, voilà pourquoi on dit que c'est réactionnaire. Donc c'est une guerre civile, puisque c'est des Burkinabés de part et d'autre. Quand je passais au cimetière ce matin,
J'ai vu qu'en quelques années, la guerre de 70 qui a fait un seul mort, le sergent Guilou Koussoubé, cette guerre-là a rempli le cimetière côté militaire. Donc ce contexte est aussi marqué par les restrictions des libertés. Mon prédécesseur vient d'en parler, donc bon, je pense que je pourrais économiser cet aspect de mon développement. Mais nous sommes aussi dans un contexte que je voudrais souligner qui est marqué par la constance de la détermination de notre peuple à se battre pour, bien sûr, rétablir ses droits, pour les libertés et tout simplement pour le droit à la vie. Parce qu'à un moment donné, l'impunité met en cause le droit à la vie. Je vais faire mon développement en 4 points. Le premier point, je vais faire un survol des crimes de sang et des crimes économiques impunis dans notre pays. C'est un survol parce qu'il y en a beaucoup. Dans un deuxième point, je vais évoquer les mobilisations de notre peuple contre l'impunité. Et dans un troisième point, je voudrais expliquer un peu pourquoi il faut lutter contre l'impunité. Et pour terminer, je pose à nous tous une question. Que faire? Quel est l'aperçu donc des crimes économiques impunis dans notre pays? Si Kam en a déjà parlé, il a mis une définition de l'impunité. Moi, je vais vous proposer, malgré tout, une autre. Vous allez voir si c'est une autre ou pas. Mais en tout cas, pour moi, l'impunité, c'est le fait de soustraire une personne de la sanction qui doit accompagner une faute, un crime ou une infraction que cette personne a commise et qui est punie par la loi. De ce fait, ça me permet de distinguer 2 types d'impunité. Une impunité que j'appellerais impunité légale, codifiée, qui consiste donc à ce que le citoyen ou les citoyens puissent bénéficier de l'impunité également. Je donne un exemple, l'immunité parlementaire. Je donne un exemple aussi, la loi d'amnistie, les délais de prescription. Et mon prédécesseur, Kam a montré comment, par certaines jongleries, les personnes peuvent donc bénéficier de cette impunité codifiée. Mais il y a aussi une impunité qui est non légale, qui consiste à soustraire un individu de l'application de la loi. Kam a montré cela aussi. Après avoir donné cette conception, ma vision de ce concept, je vais illustrer les cas d'impunité en citant des crimes économiques et des crimes de sang. Les crimes de sang, mon prédécesseur en a parlé un peu, donc je les cite vraiment comme ça. Il y a les affaires Guillaume Sessouma et Oumarou Clément Ouedraogo, l'affaire des élèves de Garango, dont il vient de parler, qui date de 1995, et l'affaire, j'allais dire principale, l'affaire Norbert Zongo. Comme il a développé longuement sur cette affaire, que je dis 2 mots, mais je pense que je passe, et je vais citer ça seulement comme ça. Et l'affaire Flavien Nébier, ce jeune garçon de classe de CM2 à Boussé, arraché à la fleur de l'âge, lui-même, il n'y a pas un dossier en justice. Donc, c'est comme si c'est classé en perte de profit définitivement. L'affaire du juge Salifou Nébier, l'affaire Kayen Ouro, l'affaire Irigou, et il y a de nombreux autres cas d'assassinat, de masse ciblés. Mais le plus gros lot dans cette liste de crimes-là, je l'ai retrouvé dans une liste que le collectif établissait et actualisait chaque année, dans une liste qui date de 2002, dernière réactualisation que moi je connais, il y avait 236 crimes de sang impunis.
Vous imaginez 20 ans après, je ne sais pas, mais je ne pense pas que la liste soit raccourcie, même si on a jugé quelques cas. C'était la fameuse époque du Conseil de l'Entente, la fameuse époque où si tu fais, on te fait et il n'y a rien. Mais je pense que nous avons quand même, comme l'a si bien montré, nous avons réussi à ce que ceux qui disaient ça n'osent plus le dire. Je vais même dire qu'ils se cherchent. Ensuite, je vais aussi surveiller les crimes économiques. Parmi les crimes économiques que j'ai choisi de citer, il y a le dossier de la Caisse générale de péréquation avec M. Simon. La réfection de la mairie de Ouagadougou, toujours avec lui. La rénovation de l'aéroport de Ouagadougou, avec Gilbert Noël Le Drago. La liquidation des sociétés, je citerai le cas de Sokojib et de SBG, c'est la société burkinabé des cuirs et peaux. L'affaire Azel, bitumaire de la route Bobo. L'affaire Ousmane Guiro, ex-directeur général des douanes. L'affaire sur les parcelles des maires du régime Compaoré et du régime du Roch-Marc Christian Kaboré qui ont détourné, en tout cas qui se sont attribués des milliers, je ne sais même pas si ce n'est pas des millions de parcelles. Parmi eux, Séraphine Solange Ouedraogo, ancienne maire de Boulimigou. Pascal Ouedraogo, ancien maire de Signe-Nord, paix à son âme. Seydou Zagré, maire de Koudou, etc. Je peux même prendre le risque de dire tous les maires sont dans le collimateur. Ils étaient dans le collimateur. Et on a engagé une procédure qui s'est avérée être un feu de paille. L'affaire BACB. Et j'ai retrouvé une affaire de crime économique qui a consisté à l'octroi d'un prêt sans intérêt de 15 millions à chaque président d'institution pour acquisition d'un véhicule à usage personnel. C'est l'arrêté numéro 203 et 2003-37, MFP, etc., 31 janvier. J'ai retrouvé ça dans une feuille volante du journal officiel de la République. Il y a d'autres crimes économiques dans les infrastructures mal réalisées, dans les marchés publics mal exécutés, qui me tient à cœur, c'est les hélicoptères de l'armée. Ce marché public-là, il faut qu'on le juge. Voilà pour ne citer que cela. Vous voyez qu'il y en a d'autres. Dans un deuxième temps, je parlerai des mots de notre peuple contre l'impunité qui a permis d'engranger des acquis. Le peuple burkinabé, je pense que c'est une tautologie de dire qu'il a une longue tradition de lutte contre l'impunité et contre la mauvaise gouvernance à travers tous les régimes successifs, depuis Maurice jusqu'à Ibrahim. En passant par la MISANA, le CMRPN, les CSP 1 et 2, le CNR, le Front Populaire, l'ODPMT et autres. Parce que quand tout le monde était rentré dans la maison, malgré le conseil du professeur Kizerbo qui nous disait ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'il faut rentrer dans une maison. Il a dit, quand Blaise a ouvert son gouvernement en 2000 pour casser la lutte du collectif, et les Herman sont partis. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Eux aussi se cherchent comme quelqu'un me suggère. En tout cas, il a reconnu dans un journal que j'ai lu dernièrement que Damiba lui a donné de l'argent pour faire de la mobilisation sur la réconciliation nationale. C'est vous dire que cette réconciliation nationale, comme on en a parlé, n'est pas une histoire neutre. Ceux qui s'engouffrent dedans la savent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas pour réconcilier les Burkinabés. Donc notre peuple, avec toute cette tradition-là,
s'est donné des instruments pour le faire. Je veux dire que c'est ça que nous appelons le mouvement démocratique et révolutionnaire. Et pour citer quelques exemples des forces de ce mouvement-là, je citerai seulement que sous la 4e République, le CRADH, le CODEMPP, spécial sur l'affaire Norbert Zongo, CODEMPP aussi, qu'on appelait mouvement Trop c'est trop. Il y a l'UAS, l'unité d'action syndicale, la CCVC, les mouvements de scolaires, d'étudiants, les associations de femmes. C'est tout ça que je mets donc sous le vocable du mouvement démocratique et révolutionnaire. Et c'est ce mouvement-là qui donne à notre peuple sa tradition de lutte. Je vais donc, pour évoquer ces mobilisations-là, évoquer des dossiers qui ont été jugés sous la pression, que ces mobilisations-là ont permis de juger. Il y a le procès sur l'affaire David Ouédraogo, le procès sur l'affaire Justin Zongo, il y a le procès sur l'affaire coup d'État du RSP, le procès à l'affaire Thomas Sankara et dernièrement le procès sur l'affaire Dabo Boukari. Ça ne paraît pas beaucoup, mais je vais revenir dans un autre temps pour analyser, pour montrer que c'est très important ce que nous avons eu pour Maki. Pour les crimes économiques en cours, en ce qui concerne les crimes économiques en cours, la pression a permis aussi d'avoir des avancées, même si ce n'est pas toujours des résultats, le traitement de ces dossiers-là. Et je pourrais citer l'affaire Guiraud, qui est toujours en cours, vous avez certainement suivi dans la presse. L'affaire ancien de la défense nationale et des anciens combattants, M. Jean-Claude Bouda, qui est toujours dans les dossiers de la justice, ce n'est pas encore jugé. L'affaire recrutement frauduleux de 85 agents à la CNSS en 2018. Cette affaire-là a autour d'elle au moins 5 dossiers judiciaires, dont certains sont jugés, d'autres ne sont même pas encore en voie d'être démarrés. L'affaire dite du charbon fin à Amgold et Sakan, et dernièrement l'affaire de la contrebande sur le carburant. Toutes ces luttes, toutes ces actions ont connu des difficultés et des insuffisances que je vais aborder. Au nombre donc des difficultés et de ces insuffisances-là, je parlerai de la nature. Je ne sais pas si le micro là marche, mais bon. En tout cas, il semble qu'il a des ratés, ou bien c'est moi qui ne parle pas dedans. Alors, bon, ok. Donc, malgré tous ces acquis-là, qui donnent des raisons d'espérer, les mobilisations-là ont connu des difficultés et des insuffisances. Je disais tantôt qu'il y a la nature même des regroupements. Cette nature-là, quand on parle du CRADH, du CODEMPP, de la CCVC, leur nature fait qu'il est difficile de les gérer et ça donnait lieu à des défections, sinon même à des trahisons. Il y a la faiblesse des moyens financiers, parce que vous savez que la lutte, ça coûte cher, ça demande des moyens. Et ce n'est pas toujours, les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Troisième insuffisance ou difficulté, c'est l'impatience et les illusions de certains acteurs qui sont arrivés au mouvement et qui croyaient que ça allait être une affaire de courte durée. Ils finissent donc par abandonner, sinon même par se retourner même contre leurs amis d'hier. Et enfin, il y a le manque d'intégrité de certains acteurs qui s'invitent juste dans les luttes-là pour pouvoir monnayer leur trahison. Mais en dépit de tout cela, nous devons poursuivre la lutte. Comme je l'avais dit tantôt, je vais revenir sur cet aspect de la chose pour expliquer. Nous avions un slogan qui disait « Seule la lutte paye ». Seule la lutte organisée.
et persévérante peut permettre d'avoir des acquis contre l'impunité des crimes de sang. C'est ce qu'on peut d'abord tirer comme enseignement. Et si on tire cet enseignement-là, vous voyez donc que c'est une première et pas des moindres raisons de poursuivre la lutte. Deuxièmement, en luttant contre l'impunité, on lutte contre l'ordre social et économique qui la sécrète, qui l'entretient. Vous savez que les crimes de sang et les crimes économiques, c'est inhérent au système néocolonial qui gouverne notre pays. Et c'est essentiel de comprendre cela et de ne pas perdre de vue que c'est parce qu'il faut entretenir coûte que coûte l'ordre social et économique qu'on est obligé des fois de faire, que ceux qui y ont intérêt sont obligés de passer par l'impunité, c'est-à-dire qu'ils protègent ceux qui défendent le système au moyen même du crime. Et les auteurs des assassinats, je n'ai pas fait la liste, mais ceux qui font les détournements des deniers publics, tous ceux qui pillent là, ce sont des gens qui se sont mis au service du système. Ce sont ceux qui se sont mis au service des gouvernants et qui commettent ces forfaits-là, qui commettent ces crimes-là. C'est pour, j'allais résumer, c'est pour garder le système, c'est pour sauver le système, c'est pour entretenir le système. Si on reprend la liste de tous les crimes qui ont été commis, que ce soit l'affaire d'Abo Boukari, que ce soit les élèves de Garango, que ce soit ceux qui ont tué les enfants, l'élève Nébié, que ce soit ceux qui ont commis le quadruple assassinat de Sapoué avec Norbert Zongo et ses compagnons, que ce soit les martyrs de l'insurrection, tous ceux qui ont été au devant là, qui ont planifié ces crimes-là, ils l'ont planifié pour les intérêts de l'ordre économique, politique et social en vigueur. Et très souvent, soit c'est pour empêcher la vérité de sortir, c'est pour empêcher des grèves, c'est pour empêcher la montée de la conscience politique du peuple. Et c'est parce que les auteurs de ces crimes-là sont le plus souvent des hommes et des femmes qui sont au cœur du système qu'on les protège. On ne les protège pas pour leur gueule. C'est parce que ce qu'ils font là, c'est au service du système, que le système les protège pour qu'ils puissent être là à le défendre. C'est pourquoi je disais tantôt que si on gagne des points contre l'impunité, le peuple réalise des victoires contre le système qui l'exploite et l'opprime. C'est donc important pour nous que nous comprenions et que nous ne cherchions pas, que nous puissions éviter des conforts, des recherches de confort et du mieux-être individuel. Parce que ceux qui cherchent leur bien-être individuel ne pensent pas que, avec ce système-là, et tant que ce système-là va perdurer, tant que la misère et la souffrance des peuples vont continuer, votre confort individuel là sera remis en cause à un moment donné ou à un autre. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette guerre-là, chacun de nous, dans son confort individuel, se sent menacé. Troisième point, c'est que l'impunité, c'est la cause, ou en tout cas c'est une cause et un ferment pour la guerre civile. Je dirais que, pour expliquer que la cause fondamentale, c'est la gestion du système, de l'appareil de la néocoloniale. Cet appareil prédateur et mafieux qui défend donc les intérêts des puissances impérialistes et leurs alliés locaux. Cette gestion-là est fondée sur le crime de sang, le crime économique, dont les conséquences au plan social et au plan économique retombent bien sûr, donc catastrophiques, et retombent sur nous, les populations, sur le peuple. Le chômage, tout cela, ce sont les conséquences de ces crimes-là.
Nous savons tous que quand on regarde les réalités économiques et désastreuses de notre pays aujourd'hui, c'est ça aussi qui est à l'origine de la montée, ce qu'on appelait tantôt des hanis. Maintenant, je pense que ce vocabulaire est de plus en plus désuet et a pris place les GATT. Parce qu'avant, là, on pensait que c'est des hommes armés non identifiés, mais on croit qu'ils sont identifiés maintenant. Et il est remarquable, il faut remarquer que tout ça met en œuvre une guerre mafieuse qui fait vivre des gens. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des milliardaires parce qu'il y a la guerre. Vous ne pensez donc pas que ceux qui profitent de cette guerre-là vont lutter contre cette guerre? Peut-être même que s'il n'y avait pas eu la guerre, ils seraient des misérables individus. Et je rappelle que les gens qui sont les Liad Agali, les bandits qui sont derrière les groupes terroristes, je ne vous dirais que c'était les amis de Blaise Compaoré il n'y a pas longtemps. Blaise Compaoré, Diengéré, quand ils ont été en difficulté sur le front, Liad même était mortellement blessé. C'est ici qu'il a été, au Burkina. C'est Blaise Compaoré, tous ceux qui grenouillent autour de lui, dont certains sont toujours aux affaires, même si d'autres ont traversé les frontières. En tout cas, beaucoup de ces acteurs-là, et notamment pas des gens qui parlent de réconciliation nationale, là, ce sont des gens qui sont à la base de tout ce système mafieux-là. Quelqu'un a dit qu'il ne faut pas détacher la guerre de la politique. Et il a dit d'ailleurs que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, notamment violents. On comprend dès lors pourquoi les crimes de sang et les crimes économiques qui sont au service du système néocolonial ont créé les conditions à cette guerre civile réactionnaire dont notre peuple est victime. Il est donc clair que les responsables de cette guerre, vu qu'ils en profitent, vu qu'ils ont mis en place une économie de guerre mafieuse dont je parlais, il est clair qu'ils ne peuvent pas lutter contre la guerre. Et si on nous dit de faire une union sacrée avec eux contre la guerre, je ne vous dis pas que c'est mal donné. Si vous vous unissez avec ceux qui profitent du crime et qui l'entretiennent contre ce crime, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc, lutter contre cette guerre-là, c'est lutter pour la paix, c'est lutter contre l'impunité, c'est lutter contre tous les crimes de sang et contre tous les crimes économiques, dont les auteurs sont bel et bien des Burkinabés. Et en dernier ressort, c'est lutter contre l'impérialisme. Car, a dit un autre auteur, l'impérialisme, c'est la guerre. Si vous repartez dans l'histoire pour voir comment nos pays ont été conquis par la guerre, vous ne pensez pas que ce n'est pas des pleurs ou des jérémiades qu'on va faire partir l'impérialisme. Ça sera par la violence. En résumé de tout ce développement, je dirais que les crimes de sang et l'économique et l'impunité dont jouissent leurs auteurs sont parmi les principales causes de la guerre civile réactionnaire et si nous voulons mettre fin à cette guerre civile, si nous voulons avoir la paix pour le peuple, il faut dénoncer et combattre les fauteurs de guerre qui sont les auteurs des crimes économiques. La lutte donc contre l'impunité, c'est aussi la lutte. Elle est même confondue à la lutte pour le droit à la vie. Nous sommes donc dans un cercle vicieux, dans une situation où il nous faut répondre à cette grande question que Lénine posait au temps fort de la révolution bolchevique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne prétends pas
savoir tout ce qu'il faut faire, mais je vais vous proposer, à mon âme et conscience et à mon humble avis, des choses auxquelles je pense. Les crimes de sang et les crimes économiques qui sont développés dans notre pays, nous n'allons pas pouvoir venir à bout de ces crimes-là, comme je l'ai dit, si on ne voit pas derrière ces crimes tout ce qui en est la cause. Première proposition que j'allais faire, j'allais proposer qu'il faut que nous poursuivions la dénonciation des auteurs du crime, tous les crimes. Et il faut qu'on les dénonce comme étant les responsables de la guerre civile réactionnaire. Si jamais nous nous trompons pour dire qu'on va faire unité sacrée avec eux, on est mort. Deuxièmement, je propose d'exiger, en se donnant les moyens de faire, que nous exigions donc le jugement, les jugements de tous les dossiers de crimes de sang, comme nous l'avons déjà fait. C'est pour dire que nous sommes sur la bonne voie, et en particulier le dossier Norbert Zongo. C'est vrai que certains de nous n'ont pas peut-être eu la chance de devoir juger l'affaire d'Abou Boukari, parce que ça a duré. Mais il faut que nous puissions donc exiger, continuer à exiger, et faire tout, et ne pas croire qu'on est en guerre. Il faut cesser de faire ce travail. Parce que tout ce que je me suis efforcé à appliquer, c'est qu'il faut lier cette guerre-là à ces crimes économiques. Si on dit non, on va laisser les crimes économiques de côté, la lutte contre les crimes de sang, et s'occuper de la guerre, paf, on s'est trompé de route. Troisième proposition, il faut se battre pour une unité de notre peuple contre l'impunité. Parce que c'est cette unité-là qui peut faire face à la guerre civile réactionnaire. Cette unité populaire-là, selon moi, n'a rien à voir avec l'union sacrée, parce qu'elle ne mélange pas les torchons et les serviettes. Il faut que chacun sache avec qui il doit s'unir pour lutter. Ceux qui gouvernent le pays là et qui continuent de le gouverner, on ne peut pas dire qu'ils sont innocents ou qu'ils sont victimes de cette guerre civile là au même titre que les éléments du peuple. Alors on peut se demander comment d'une guerre civile réactionnaire en cours et les victimes peuvent s'entendre pour mener une même action. Au risque de me répéter, il ne faut pas qu'on s'engouffre dans cette voie. Quatrième proposition, il faut qu'on sache lier la lutte, toutes les luttes là, contre les crimes économiques, contre l'impunité, contre la guerre, tout ce que nous menons comme action, tous les mouvements que j'ai cités là, doivent pouvoir donc savoir lier leur lutte là au fait que notre pays est sous la domination. Le peuple même nous suit. Ce que on est, il y a des années, si vous parlez d'impérialisme, il y a des gens qui vont vous dire, mais vous êtes fous. L'impérialisme n'existe plus. On a même connu certains membres du collectif qui ont développé de ces thèses-là. Or, à partir du moment où vous oubliez la nature réelle et la position réelle de votre ennemi, c'est que vous allez vous faire abattre. Pour terminer, je veux dire que c'est une idéale qui résume toutes ces 4 propositions que j'ai eu à faire. Elle consistera à ce que notre peuple prenne son destin en main pour transformer cette guerre civile réactionnaire en une guerre populaire et révolutionnaire. Je vous remercie.